continue l'analogie avec l'Union soviétique. L'Union soviétique justifiait ses difficultés à progresser, ses échecs, en disant nous sommes toujours sous la menace de l'impérialisme américain, etc. La pression des pays capitalistes nous empêche de progresser, etc. Et pour l'Union européenne, quelle serait alors la comparaison? Est-ce que ça existe pour l'Union européenne? Alors oui, c'est le populisme. C'est la menace populiste. La menace populiste, c'est les réticences, c'est les égoïsmes nationaux. C'est ce merveilleux concept qui a été inventé par les européistes, de dire que les choses ne vont pas assez bien et pas assez vite à cause des égoïsmes nationaux. Or, en fait, égoïsmes nationaux est une expression qui n'a aucun sens, puisque par définition, la nation, c'est ce qui rassemble un peuple, donc c'est un intérêt général, et une nation n'est pas égoïste, puisque c'est les intérêts de son peuple, donc, qui est une entité existante. Et les égoïsmes nationaux sont toujours accusés, et il faut toujours plus d'Europe. Et en fait, ce qui est extrêmement inquiétant en réalité, c'est que si vous prenez des argumentations des européistes dans les années 80, dans les années 70 et maintenant, c'est les mêmes argumentations, mêmes mots. Il faut plus d'Europe, moins d'égoïsmes nationaux. Et il n'y a aucune évolution, alors que le monde a considérablement changé autour. Et en fait, la rhétorique européiste n'a pas bougé d'un iota. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire du coup que la réalité, vraiment, n'a aucune prise sur cette rhétorique. Comment ils détiennent? Par l'argent? Alors, il y a une part d'argent, mais il ne faut pas négliger la part de religion, la part d'idéologie pure, qui fait que les gens ne voient même plus le réel. Par l'euro. Tous les mois, on injecte 100 milliards d'euros. On les tient par l'argent. Oui, mais ça, c'est sur le fond. Mais vous avez beaucoup de gens sincères et c'est peut-être les plus dangereux. Allez chez Boulanger et soyez sincères et demandez une baguette. Vous verrez combien il vous demandera. C'est la sincérité ou l'argent? Oui, mais c'est... Vous verrez. Quand on parle des décisionnaires, eux, ce qui les tient, c'est vraiment l'idéologie. Et l'aboutissement final de l'Union européenne, puisqu'il y a toujours plus d'Europe, ça veut dire qu'à la fin, on a un seul gouvernement. Oui, l'aboutissement final, c'est un grand État fédéral harmonisé et la disparition des peuples et des nations. Et c'est ce que peut avec le président de l'Europe. Avec une seule dans les prochaines étapes, parce qu'avec une seule monnaie, il faut aller vers ces échanges. Ils ne sont pas encore allés jusque-là. En fait, pour le moment, ils sont encore dans un modèle multilinguiste un peu délirant. Deuxième langue en France. À un moment, l'Union soviétique a décidé de tout arrêter. Le KGB a repris les choses en main et a arrêté l'expérience. Il a voulu retourner à démonter le système. Alors, Andropov a décidé d'arrêter. oui, mais ça marque aussi un peu le début de la fin. Ah oui, la construction du socialisme dans un seul pays. Oui, parce qu'il y a eu une agression extérieure. Les Américains ont profité pour prendre le contrôle du pays au moment où ils ont essayé de revenir à un système un peu plus sensé. Ils se sont rendus compte, enfin l'élite s'est rendu compte que c'était complètement absurde le système soviétique et que ça ne fonctionnait plus. C'est pas impossible que des gens se rendent compte que le système est absurde. Alors le problème, c'est que, contrairement à l'URSS, il y avait un processus décisionnaire qui finalement reposait sur assez peu de gens au final. Le problème de l'Union européenne actuellement, c'est qu'elle s'est considérablement agrandie jusqu'au point où on est 28 moins 1, pas encore moins 1, mais enfin avec 1 en partance. Or, il y a beaucoup de choses qui, d'après les traités, ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité. Donc en fait, l'Union européenne s'est elle-même jetée avec un grand entrain dans une impasse institutionnelle qui la rend irréformable, y compris de la part, et vous les voyez, les députés européens ou les commissaires européens qui font ou même Juncker, qui font des livres blancs sur l'avenir de l'Europe, comment changer l'Europe, améliorer l'Europe, modifier l'Europe, et en fait, ils sont dans une impasse, parce qu'il n'y a aucun moyen, parce qu'il faudrait obtenir que tous les États membres acceptent cela, parce qu'il y a encore cette possibilité pour les États membres de dire non. Et donc, il y a beaucoup de choses. Enfin, là, il y a vraiment une impasse totale, et je pense, et ils en sont plus ou moins conscients. J'ai vu passer un rapport au Parlement européen absolument hallucinant sur l'optimisation de l'interprétation du traité de Lisbonne pour pouvoir faire avancer l'Europe sans avoir besoin de faire un nouveau traité, parce qu'on ne peut rien faire ratifier, parce que c'est pas possible, les situations sont trop tendues dans plein de pays, un nouveau traité ça passera jamais. Alors comment est-ce qu'on pourrait tirer par les cheveux le traité de Lisbonne pour lui faire dire des choses qu'il dit absolument pas, mais en le surinterprétant à mort,
de manière à continuer à avancer, parce que l'Europe c'est comme le vélo, si on va pas assez vite, on tombe. Hein. Tout sa bicyclette. Donc il y a une conscience de l'impasse institutionnelle. Par contre, des raisons de cette impasse et du fait qu'en fait il y a un problème à la base et que tout ça n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, ça il n'y a pas encore. Par contre, ils se rendent bien compte qu'il y a une impasse et ça les angoisse. Un type comme Juncker, il est totalement angoissé, déprimé, parce qu'il se rend compte que aussi bien son Union européenne ne va pas survivre. Et ça le déprime. Et ça le perturbe. Le lendemain du Brexit, au Parlement européen, il a tenu un discours qui était complètement décousu de fil blanc, il s'est répété, on sentait qu'il était complètement perturbé, jusqu'au moment où effectivement, au lieu de dire « je me suis entretenu avec les autres dirigeants de la planète », il a dit « je me suis entretenu avec les dirigeants des autres planètes », ce qui a beaucoup fait rire tout le monde, mais... Il y a du whisky quand même. Ça montre que, et lui c'est vraiment un européiste sincère, bien que quand il était Premier ministre du Luxembourg, il ait défendu les intérêts fiscaux du Luxembourg en tant que paradis fiscal avec beaucoup de zèle. Mais bien qu'il ait fait ça, c'est pour avantager son pays, néanmoins l'Europe il y tient et il est complètement désastré de ce qui se passe parce qu'il ne voit pas de solution. Personne, enfin, dès que les gens ont un minimum de sérieux, ils ne voient pas de solution, c'est n'importe. Oui, j'aimerais profiter justement, on a fait beaucoup référence à l'Europe de l'Est, alors il se trouve que j'ai un petit peu les deux casquettes, donc je voudrais vous donner quand même un sentiment, parce que vous l'ignorez, donc je vous le donne comme ça, du point de vue polonais. Quand on est en Pologne, on voit les choses un peu comme ça. L'Europe, les Polonais ne lui doivent rien. Je veux dire, quand vous êtes Polonais, vous imaginez qu'on a construit des autoroutes, la grande Union européenne arrive, ou l'Europe tout simplement de l'Ouest, on appelle ça l'Europe de l'Ouest. Mais en réalité, le sentiment qui est partagé, c'est qu'en 1945, l'Europe de l'Est a été abandonnée. Et l'Europe de l'Ouest, elle s'en foutait complètement. Et tant que le mur de Berlin était là, franchement, disons-le franchement, les Français, les Allemands, ils n'avaient rien à foutre des Polonais, des Hongrois, etc. Donc il y a vraiment ce sentiment-là. Et c'est pour ça, quand ils achètent des avions américains, ils doivent plus aux Américains qu'aux Européens. Qu'est-ce qu'ils doivent aux Européens de l'Ouest? Rien. Donc aujourd'hui, quand on va construire l'autoroute entre Wrocław et Cracovie, d'accord, c'est l'autre. Mais quelque part, moi je dis, moi j'ai les deux casquettes, mais si je prends le point de vue de l'Ouest, on a une dette aujourd'hui. Donc il y a un peu ce sentiment-là. L'Union européenne, je peux vous le dire, parce que, alors je suis vraiment toujours sur les deux pays, et Dominique le sait, et elle est très mal vécue. Aujourd'hui, il y a le sentiment en Pologne, j'ai beau leur expliquer, je leur dis, mais arrêtez. Donc il y a le sentiment aujourd'hui que la Russie peut envahir la Pologne. Enfin, je leur dis, mais arrêtez, qu'est-ce que vous voulez que Poutine vienne foutre ici? Il n'en a rien à foutre de la Pologne, et puis bon, on va quand même pas. Mais enfin, ils ont ce sentiment qui est pas fondé à mon avis, ils ne risquent rien. Le peuple polonais ne déteste pas le peuple russe. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, le communiste, évidemment, il a fait mal, très mal. Mais il n'y a pas un sentiment de haine vis-à-vis du peuple russe. C'est-à-dire qu'il y a toujours la différence entre le fait de se dire qu'il y avait le système soviétique, mais le russe, lui, il n'est pas responsable du système. Donc, il n'y a pas de haine véritablement à ce niveau-là. Par contre, effectivement, alors il y a une pression terrible en ce moment de l'Union européenne. Il y a un individu qui s'appelle Donald Tusk. Tout le monde aimerait le pendre. Non, mais sérieusement, franchement, ce type-là est vraiment détesté, Donald Tusk en Pologne. Donc, d'ailleurs, il n'est pas en Pologne. Donc, on l'a extradé à Bruxelles. Mais, donc, toujours est-il que vraiment l'Union européenne est ressentie très négativement. Parce que les Polonais ont le sentiment, à tort ou à raison, mais ils ont le sentiment qu'on veut détruire la Pologne. Qu'on veut tout à fait Alors on leur impose ceci, on leur impose cela. Les migrants, c'est terrible. Je veux dire, ils ont construit ceci, mais les Polonais n'en veulent pas. Et il faut comprendre une chose, les Slaves ne sont pas des diplomates. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Non, mais parce que nous, excusez-moi, nous ici en France, on est toujours essayé d'expliquer. Ils ont dit, mais nous, on n'en veut pas. On n'en veut strictement pas. Donc, ce n'est pas des diplomates. Quand ils disent quelque chose, ils disent, non, nous, les Noirs, les tout,
Prenez-les, vous, en France, vous avez l'air d'aimer tellement ça. Prenez-les. Et j'écoutais cet été, j'étais en Pologne un petit peu plus, j'écoutais à la télévision, ça m'intéressait de savoir, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Mais c'est terrible ce qu'ils pensent de la France. Ça n'existe même plus. Non. La France n'existe même plus. Pour eux, c'est mort. C'est un pays qui est mort. Et ils me le disent, mais qu'est-ce que vous foutez? On vous tire dessus et vous bougez pas. Mais je vous jure, ils ont... Non, mais moi je connais des gens pas violents. Et René, attends, mais il faut y aller. C'est vraiment le sentiment. Et quant à l'Allemagne, alors n'en parlons plus. Et ça les inquiète parce qu'ils sont juste à côté. Et non, mais c'est vraiment le sentiment. Hein. On va se réveiller. Il y a un sentiment de grande tristesse vis-à-vis de la France, de se dire, mais c'est quand même, qu'est-ce qui vous arrive? On va se réveiller, justement, on va aller faire. Non, mais on va se réveiller. Mais On se la réveille. France, la France du 19e siècle, On a c'est peut-être pas la France du 20e siècle, après la 21e guerre, siècle. mais il n'y a pas que les Américains qui ont libéré les Polonais. Non, Et c'est les pas ça. Polonais sont bien contents aussi de venir travailler en France. Aussi. Non, ils peuvent aller ailleurs. Ah, Mais... ces gens, bah, on a Pourquoi Oui, mais là, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils viennent en France? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette situation économique? Et justement, parce que après... c'est pas la France qui a créé cette situation. En 1945, l'Ouest a vendu l'Est. Abandonné. Tout simplement. Alors, Il je n'y a pas comprends. que la France. Bah, oui, mais il faut dire les choses. Il faut dire tout à fait les choses. Et il faut savoir que les Polonais ne sont pas très présents en France. Il y a 1 million en ce moment de Polonais en Angleterre, ce qui a peut-être d'ailleurs provoqué le Brexit. Hein. Pourquoi les Américains En partie, si les Anglais ont voté le La plus Brexit. grande immigration polonaise, c'était dans C'est ce qui s'est passé, c'est parce que Parce qu'on parlerait russe. lorsqu'il y a eu justement le pacte, à ce moment-là, il y a eu une aide des États-Unis, enfin c'était Reagan qui était président des États-Unis, il est revenu en aide, il y a un petit peu toujours ce ressort et il y a une forte diaspora aux États-Unis. Et en plus, Il y a je pense ce que, sentiment. il y a le fait qu'effectivement les pays de l'Est se sont sentis abandonnés par l'Ouest, et puis pendant 50 ans ils ont vécu sous la coupe du régime soviétique qui était pas marrant, et puis les dissidents, on savait ce qui leur arrivait, et là ils sont dans l'Union Européenne, ils bénéficient des fonds européens, et en plus ils risquent rien. Donc, je veux dire, ils tirent profit de l'argent de l'Europe avec une bonne conscience totale, et en plus avec le sentiment que d'abord il n'y a pas de raison qu'ils n'en profitent pas, et en plus l'Europe ne peut rien leur faire, il n'y a pas de menace. Pour une fois, ils sont dans une structure supranationale, mais qui n'a pas les moyens de les punir de quoi que ce soit. Donc les Polonais, ils disent, nous, vos migrants, là, on n'en veut pas, donc votre règle sur la répartition des migrants, vous l'avez très bien, formidable, mais nous, on ne l'applique pas. Et qu'est-ce qui leur arrive? Rien. Parce que l'Union Européenne, en dehors de leur couper les vivres, elle ne peut rien faire, et leur couper les vivres, elle ne le fera pas, enfin, pas tout de suite, ou difficilement. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils se priveraient? Effectivement, il n'y a pas du tout. Autant en Europe de l'Ouest, l'Union Européenne, c'était oui, on va faire une construction, il faut que chacun y mette du sien pour qu'on fasse un truc ensemble, c'est important. Les pays de l'Est, ils n'ont pas du tout la même relation. Ils n'ont pas la même relation à une structure supranationale, ils n'ont pas la même relation avec l'idée de l'Union Européenne, parce que ça ne fait pas 50 ans qu'on leur bourre le mou en disant l'Europe c'est la paix, donc il faut continuer à la construire. Ils n'en ont rien à faire. Eux, ils y voient un moyen d'avoir de l'argent, ils disent non. Parce que la Hongrie, je crois, nous, chaque année, on donne 9 milliards de plus que ce qu'on reçoit à l'Union Européenne. Mais la Hongrie, par exemple, elle reçoit 5 milliards de plus que ce qu'elle donne. Donc, pour elle, c'est une bonne affaire d'être dans l'Union Européenne. Il n'y a pas photo. 5 milliards dans le budget de la Hongrie, c'est pas négligeable. Donc c'est une bonne affaire. Donc Orban, il ne va pas sortir de l'Union Européenne, il ne va pas perdre 5 milliards de son budget parce qu'il n'est pas content des politiques de Bruxelles. Donc il prend les 5 milliards, il est content, et après il dit mais vos migrants vous les gardez, et voilà. C'est des dissidents de l'Europe, ce qui est bien. Voilà, c'est des dissidents de l'Union l'Europe. européenne, ce qui est bien. Et ils défendent leurs intérêts. Ils ont défendu leurs intérêts quand ils étaient sous la coupe de l'Union soviétique et c'était difficile. Et là c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué, ils ne vont pas arrêter. Et le sentiment national qu'ils ont cultivé en plus contre l'URSS parce qu'ils étaient brimés, donc ce sentiment national très fort chez eux, alors que chez nous on a dit la nation c'est la guerre, c'est mal, le nationalisme c'est mal, il ne faut pas aimer son pays parce que c'est mal, ça conduit à la guerre, chez eux il est beaucoup plus fort, parce que c'était la résistance contre l'oppression soviétique.
Et donc ils sont très fiers d'être polonais, d'être hongrois, et c'est normal qu'ils en soient fiers. Nous aussi, on devrait être fiers d'être français, mais nous, c'est la honte. Voilà, ici, vous l'êtes. Massivement, c'est pas considéré comme une fierté d'être français, alors que les Hongrois sont fiers d'être hongrois, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur histoire, et donc ils n'ont pas de raison d'arrêter. Vous avez parlé d'idéologie, de rhétorique, mais je trouve qu'à chaque fois sur l'idéologie, Ils sont tombés, ils n'ont pas été envahis. on ne parle pas du volet massif. Voilà. S'ils voulaient, il y en a un qui est sorti. Ils n'ont jamais été envahis. Et je trouve que souvent, on Pourquoi néglige ce volet. Alors, c'est pas forcément faux, mais... Bah, non. Oui, moi je pense que c'est pas la peine d'aller chercher des complots compliqués quand la bêtise humaine suffit à expliquer bien des choses. Et si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont européistes et qui sont pas du tout, ni francs-maçons ni rien. Ils croient sincèrement que l'Europe c'est la paix. Et les députés européens, je ne sais pas s'ils sont tous maçonniques, mais par contre ils sont européistes. On parle jamais de ça. Alors qu'on sait très bien qu'au départ, ça vient de là. Ça a été fait par des... Le drapeau européen avec les 12 étoiles de... Ça a été fait par des francs-maçons et... Alors, non, Et on n'en parle pas. je pense que c'est tout à fait secondaire, parce que... Ce sont des humanistes, Cette rhétorique, on l'entend dans les loges. La maçonnerie spéculative. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, c'est dire des choses. Et l'Europe. Les États-Unis, c'est. Pas l'Europe. Je propose qu'on aille boire un coup, parce que... Merci à Anne-Marie Amélie, et puis on va boire un verre. Merci à toi. Je vous propose que nous allons boire le pot de l'amitié, patriote. Et je vous rappelle que, donc, n'oubliez pas le 17 avril, Marine au Zénith. Et je vous donne une information, le 15 avril, 2 jours avant, le 15 avril, Florian Philippot, qui sera dans le département, certainement à Créteil,